Il y a une conscience des choses très différentes en fin de vie, une accélération, une urgence et la sensation qu'on a raté des choses. Alors attendez, je branche tout mon petit matériel. Je le mets là. Voilà, ce dictaphone. Oui. Je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas littéraire. Oui. On va parler de votre vie aujourd'hui. Oui. Hein? Je sais que vous allez vite quand vous parlez. Je vous dirai peut-être d'aller un peu plus doucement. Ah, on commence maintenant. Oui, vous racontez. Vous voulez le raconter, ça, la rencontre de votre mari C'était la plus belle chose de ma vie. Est-ce que cela vous semble intéressant ou relativement peu intéressant ce que j'ai à vous dire? Vous êtes toujours inquiet de ça. Parce que quand on est malade, on ne veut pas entendre dire qu'on va mourir. Ça, c'est sûr, hein. Vous avez enseigné mon après-midi. Oh, c'est gentil. Vous aussi, vous avez ensoleillé mon après-midi. Bonsoir. Donc, juste pour présenter un petit peu le film, ce tournage a eu lieu de janvier à décembre 2018. Donc, l'équipe est venue 1 an, tous les mois, pendant 3 jours pour filmer. Ils ont filmé en fait tout le travail qui est fait aussi bien avec les enfants qu'avec les adolescents et les adultes. Mais au montage, finalement, il s'est avéré qu'il y avait plus de 60 heures de rush et qu'il était très difficile de faire des choix et de maintenir une unité dans la compréhension de lecture avec un public très divers. Et donc, le réalisateur a choisi de ne conserver que les personnes en fin de vie pour son documentaire. Voilà pour présenter un petit peu le film À la mort, à la vie. Donc, si vous avez des questions, je vais y répondre. Peut-être t'en poser une pour commencer, Christelle. Je pense que tout le monde n'a pas eu connaissance forcément de ce projet avant. Comment t'en es venue de prof de littérature en lycée à devenir biographe hospitalière? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. Je pense que ça a maturé plusieurs années dans ma tête avant de franchir le pas de quitter l'éducation nationale. Mais dans mon parcours, alors déjà dans ma famille, j'avais des personnes âgées qui me choisissaient toujours pour me raconter des choses, qui ne racontaient à personne d'autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Ma grand-mère, mes grands-oncles me racontaient des événements de leur vie que mes propres parents ne connaissaient pas. Et puis, dans mon parcours personnel aussi, j'avais accompagné ma meilleure amie dans sa fin de vie dans le service de Régis. En 2003, elle est décédée à l'hôpital. Je l'ai accompagnée sur ses 3 dernières années de vie. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte, en tout cas, qu'il y avait un champ des possibles dans ce moment de vie particulier. Et puis beaucoup de non-dits, beaucoup de choses difficiles à digérer, à transmettre. Et plus tard, quand en fin 2010, j'ai eu l'idée de ce projet, je me suis dit que ce qui était intéressant dans ce métier, c'était d'être quelqu'un d'assez neutre pour permettre cette parole, de n'être ni un soignant, ni quelqu'un de la famille. Et que ça facilitait beaucoup pour les personnes, en fait, de se livrer. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on voit Evelyne. Evelyne, la première fois que je la rencontre, elle me livre un secret de famille au bout de 10 minutes. Un secret de famille qu'elle n'a pas souhaité écrire dans son ouvrage, mais qu'elle m'a dit. Et ça se passe assez régulièrement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une confiance qui s'installe très vite parce qu'on est quelqu'un
à qui on peut tout dire, il n'y a pas de jugement et on sait que la parole est libre en fait. Vous souhaitez intervenir dans la salle? Vous avez des questions éventuellement? Alors, on voit dans le documentaire, parce que normalement, ce qui se passe, c'est que j'enregistre les personnes, elles se racontent. Mais vous avez vu qu'Evelyne, ça ne se passait pas tout à fait de la même manière, parce qu'Evelyne, elle ne pouvait pas, tout comme Hervé, on l'entend dans la version audio, quand il explique qu'il a besoin d'être seul, tout comme Evelyne, pour écrire. Il a besoin d'écrire sur un cahier, d'être face à sa feuille avec son stylo, et que c'est seulement après qu'il peut me transmettre l'information. Pour certaines personnes, ça se passe comme ça. Il y a une incapacité à dire sur l'instant sans avoir préparé quelque chose. Donc la plupart du temps, ça se passe comme ça, mais de temps en temps, il y a une écriture qui se fait en amont. Et on me voit avec Evelyne, justement, déchiffrer son écriture et revalider avec elle les propositions et ce qui a été écrit. En tout cas, tout est enregistré pour être très fidèle à la parole des personnes, puisque c'était aussi le projet initial, de respecter au plus près possible les mots des personnes. On a déjà discuté de tout cela, mais qu'est-ce qu'il advient de ces écrits, Christelle? Est-ce qu'avec le recul, du coup, vous conservez un lien avec les personnes à qui ces ouvrages ont été donnés? Qu'est-ce qu'il en advient? Qu'est-ce que vous pouvez dire que cela produit? Alors, en règle générale, je ne garde pas de lien avec les personnes accompagnées. Sauf cas particulier, je peux être amenée à revoir certaines personnes, comme ça a été le cas, par exemple, pour notre dernière AG. J'ai eu la surprise de voir un jeune de 23 ans arriver, que j'avais accompagné quand il en avait 15, et qui est venu témoigner à notre AG des bienfaits que lui avait apporté ce moment dans sa vie. Dans un moment particulièrement douloureux, parce que pour lui, la maladie a été non seulement difficile, mais longue, et puis avec des étapes de rechute. Et le livre est arrivé à ce moment-là. Et il est venu en parler. Voilà, j'étais super contente de le revoir. Ça arrive comme ça, j'ai quelques personnes qui me font des petits coucous, mais il n'y a pas de lien qui est maintenu, puisque je fais justement très attention, je suis très vigilante à ne pas créer du lien avec ces personnes, ne pas créer d'attachement, aussi bien pour moi que pour la personne. Les livres, donc, à la demande de chaque personne accompagnée, sont transmis aux personnes désignées. Donc la plupart du temps, pour les enfants, donc il y a des livres pour les grands-parents, pour les parents, pour les frères et sœurs, pour l'école. On donne aussi un livre à l'école parce que souvent les maîtresses investissent cet ouvrage et ça leur permet de parler de la maladie aux autres enfants. C'est une porte d'ouverture finalement. Voilà, donc sinon pour les adultes en fin de vie, chaque personne choisit à qui elle destine son ouvrage. Alors des fois c'est 5 personnes, des fois c'est 10, des fois c'est 1. Et le livre est fait dans le nombre d'exemplaires choisis par la personne. Je pose cette question parce que j'ai été témoin de l'enthousiasme que vous avez pu rencontrer dans certains établissements comme celui dans lequel je travaille. Quand je dis enthousiasme, je mets les guillemets puisque c'est de la méfiance que ça suscite dans un premier temps et que je pense qu'on en avait déjà discuté avec des collègues, mais je crois qu'il faut que nous arrivions à monter un véritable travail de recherche autour de ce que vous faites. Que vous continuiez à faire ce que vous faites, mais que nous observions ce que vous faites produit chez les personnes à qui vous proposez cet accompagnement et produit à ceux qui survivent à ces personnes parfois, parce que je crois que potentiellement c'est quelque chose qui, si on montre combien la biographie ou la trace est quelque chose qui n'éteint pas la vie, est quelque chose qui est important. Donc je garde l'idée et l'arrière-pensée qu'il faut que nous allions plus loin que ce que nous n'avons pas fait d'ailleurs jusqu'à maintenant, mais pour que ce que vous faites soit regardé et intégré
dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, dans le domicile des gens, comme du soin, prolongement du soin, ou je ne sais trop comment le dire, mais quelque chose d'extrêmement important. Je pense que vous pouvez témoigner des difficultés que vous avez rencontrées aussi, parce que quand on regarde le film, on a l'impression que tout va bien et tout est toujours bien allé. Je suis sûr que ça n'a pas toujours été le cas. Oui, c'est vrai que j'ai eu le retour déjà de personnes qui m'ont dit finalement le documentaire il est assez idyllique, il montre que les choses sont faciles, que tout va bien. Mais effectivement, ça a été un long travail. Ça l'est encore, puisque rien n'est acquis. Aujourd'hui, on a une vingtaine de bénévoles, dont 2 sont là ce soir, des bénévoles actifs qui sont présents, qui organisent des manifestations, qui sont aussi organisés en commission de réflexion. On a une commission éthique, on a une commission formation, puisqu'on va mettre en place une formation pour former des gens. On a une commission événements, une commission partenariat, puisqu'on recherche du mécénat d'entreprise. Donc on est maintenant très organisés. On est 3 salariés, donc moi je suis à temps plein biographe, puis j'ai pris la direction de l'association. On a Céline qui est embauchée depuis février et qui s'occupe de la recherche de partenariat et de financement à temps plein. Et puis je viens de prendre une 2e biographe à mi-temps qui me seconde sur le terrain parce qu'on n'arrive plus à répondre à la demande. En fait, aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes en liste d'attente assez régulièrement. Donc on prend en priorité les personnes en soins palliatifs, mais on est quand même un petit peu embêté d'avoir cette liste d'attente alors qu'on pourrait satisfaire la demande si on était plus nombreux. Donc le combat a été assez long, effectivement. Trouver les fonds, ça reste encore difficile. Le mécénat d'entreprise, on en parle beaucoup, mais finalement dans les actes, il y a très peu d'entreprises mécènes. En tout cas, nous, on n'en trouve pas beaucoup. Et pourtant, on se dit que sur la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a quelques belles entreprises qui pourraient nous soutenir. Entre le comté, les saucisses de Morteau, enfin tout ce qu'on peut imaginer. On aimerait bien, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et puis voilà, on essaye de sensibiliser le plus possible. Alors, je pense qu'en ce moment, donc, le documentaire passe sur LCP. Il a été diffusé, rediffusé plusieurs fois. Il repasse pas mal la nuit en ce moment. Donc on espère toujours qu'on aura des retours positifs suite à ça. Et puis la route, oui, a été difficile parce que les politiques vous reçoivent, mais finalement, vous parlez dans le vide. Il ne se passe rien derrière. Il ne s'est rien passé derrière l'Assemblée nationale, absolument rien. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué aussi au sein d'une administration, d'un lieu où Enfin, moi, quand je suis arrivée au CHU Mingeot, j'étais un électron libre, donc c'est difficile de rentrer dans un hôpital et de proposer un projet innovant qui n'existe pas trop ailleurs, surtout avec les enfants, c'était complètement innovant, ça n'existait pas. Donc c'est difficile de convaincre, c'est difficile d'ouvrir les portes. Et je suis vraiment rentrée grâce aux médecins. Vraiment, c'est les médecins qui m'ont ouvert les portes, c'est pas l'administration. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je le dis quand même. Je rebondis sur la remarque que tu viens de faire, Régis, par rapport à la méfiance que ça avait pu soulever à l'arrivée de Christelle il y a quelques années dans l'USP en l'occurrence. Et moi, ça m'interroge parce que ce que tu nous décris quelque part, c'est un nouveau métier. D'être biographe hospitalière, il y a quelque chose de professionnalisant. Tu parlais de formations qui se mettent en place. Et en regardant à la fois le documentaire et puis en entendant ce qui se dit là, moi, je me demande quelle fonction, quelle place particulière toi tu occupes. Tu as dit que tu n'étais pas professionnel de santé, mais tu ne fais pas partie des proches non plus. Tu as une position un peu particulière. Comment tu la définirais toi? Quel type de relation un peu singulière tu pourrais définir? Notamment que sur tout ce qui relève du travail de la parole, de l'écoute, dans le système de santé, il y a des psychologues par exemple. Mais ton travail, ce n'est pas tout à fait un travail de psychologue. Ce que tu apportes, ce n'est pas tout à fait l'écoute d'un ou d'une psychologue. À quel moment tu interviens dans l'accompagnement? Comment tu situes un peu ta place? Alors la formation qu'on va monter, on veut l'appeler accompagnant biographe. Parce que moi, depuis le départ, je me sens dans l'accompagnement vraiment. C'est ma place. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, je ne suis pas psychologue non plus du tout. Je n'ai pas une formation de psychologue.
Et d'ailleurs, c'est par exemple pour l'HAD, pour les personnes hospitalisées à domicile, c'est un psychologue qui me demande d'intervenir. C'est lui qui détecte les personnes potentiellement désireuses d'écrire un livre et qui m'appelle. Donc on ne fait pas le même métier du tout. Moi, je ne vais pas rassurer la personne sur ces questions liées à la mort, par exemple. Ces questions-là, elles vont plutôt les poser aux psychologues. Avec moi, elles sont là pour parler de la vie. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça les renvoie à quelque chose de positif le plus souvent possible, même s'il y a des vies difficiles, et il y a des gens aussi qui retracent une vie et un parcours douloureux, mais quelque part, ça leur fait du bien de revenir sur cette vie et de se rendre compte de ce qui a été accompli. Parce qu'il y a beaucoup de doutes finalement au début du projet. Il y a même des gens qui me disent « je ne sais pas du tout ce que je vais vous raconter, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas une vie bien intéressante ». Et finalement, ils se rendent compte que leur vie, elle était intéressante. Et même sur des projets comme avec Evelyne, sur les recettes de cuisine, on a passé des moments fabuleux avec Evelyne à retracer ces recettes de cuisine transmises depuis sa grand-mère. Donc c'est toujours des moments très forts, des moments de vie. Je suis dans ce champ-là de la vie et de ce qu'on a envie de laisser avant de mourir. Le documentaire est magnifique, hein, c'est vraiment bon, félicitations. Je ne sais pas qui en est responsable. Je lui ferai part de votre... Bon, mais moi la question, je ne suis pas encore en fin de vie. Enfin, ce soir, ça va bien. N'empêche que les questions posées là, c'est-à-dire quelles traces on va laisser, on se les pose. Enfin, et je me les pose de plus en plus. C'est-à-dire que moi, ce qui m'interpelle, et c'est la raison pour laquelle je voulais venir ce soir, c'est qu'il y a les gens directement peut-être concernés, je ne sais pas, par la fin de vie, mais il y a toutes les personnes qui sont dans la dernière phase de leur vie. Hein, et c'est une... Alors, je crois que c'est vous qui aviez cité la phrase d'Axel Kahn que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde jusqu'à maintenant, on ne perçoit cette dernière phase de la vie que sous l'angle médical. Hein, mais je crois qu'il serait quand même temps qu'on l'aborde aussi sous un autre angle. C'est-à-dire quelle trace on va laisser. Je ne veux pas charger la barque, mais les questions dont vous vous occupez et tout ça, moi j'aimerais bien qu'on commence à les poser ou à s'en occuper bien en avant, c'est-à-dire bien avant qu'on ne tombe malade. Alors c'est des questions qu'on se pose entre nous. Moi j'ai une amie qui a fait un travail extraordinaire, mais et intellectuellement il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire, mais c'est énorme comme travail. Et c'est rebutant. Donc, je ne sais pas quel chemin on pourrait prendre. Enfin, vous devez avoir des idées là-dessus, mais tous les gens qui ne sont pas encore en fin de vie sont intéressés. Et à mon avis, si on travaillait dans ce sens-là, on vieillirait mieux. Oui. Alors, c'est ce que dit Anne dans le documentaire. Anne, c'est la compagne d'Hervé, qui a fait le magnifique livre que j'ai amené là, que vous pourrez consulter, qui était un livre particulier, avec un format particulier, parce que Hervé était aquarelliste, et donc il a illustré son ouvrage qui était l'histoire de sa famille, avec des aquarelles qu'il faisait entre chaque séance, chaque moment où on allait se rencontrer. Entre les temps de travail, il peignait. Donc on a fait un livre un peu atypique, avec un format atypique qui n'a pas du tout été facile à faire pour l'imprimeur, mais on essaie de répondre à la demande le plus possible des personnes. Et donc, Anne, elle dit qui nous écoute et peut-être qu'on devrait faire des livres avant de tomber malade. Oui, alors il y a de plus en plus d'initiatives qui émergent. Je pense qu'on est dans un temps où effectivement on réfléchit beaucoup à accompagner autrement la fin de vie. Il y a plein de choses qui se passent. Pour pouvoir écrire son livre avant cette fin de vie, il y a des biographes qui existent, qui ne sont pas des biographes hospitaliers, mais qui demandent très cher, puisqu'une biographie coûte entre 3 000 et 4 000 euros.
Et ça, tout le monde ne peut pas se l'offrir. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé, quand j'ai voulu être biographe, j'ai voulu que ce soit un service et non voilà, un service payant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais on est dans cette difficulté du financement. De toute façon, c'est toujours la même question qui revient. Oui. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce documentaire. Je pense qu'on a fait déjà des projections dans plusieurs villes aussi. On en avait fait une à Besançon il y a quelques mois. Et voilà, on essaie d'ouvrir un maximum les portes et de faire comprendre l'importance de ce projet, en tout cas, oui. Oui, il y a tout, il y a des plaquettes, vous pourrez vous servir. Voilà, vous pourrez venir nous rencontrer après si vous le souhaitez. Oui. En tout cas, moi, je remercie déjà les organisateurs d'avoir pu me permettre, en tout cas, de découvrir ce que vous faites. Merci beaucoup. Moi, il y a plusieurs choses par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, je suis assez convaincue que l'écriture est quelque chose de thérapeutique. Moi, je participe à des ateliers d'écriture et je vois bien à quoi ça peut servir. Et je trouve que dans la démarche que vous proposez, c'est que parce que c'est des gens qui, vous pouvez, par votre écriture, avoir un côté thérapeutique dans ce que vous mettez, dans tout ce que vous proposez, dans le sens prendre soin de soi, dans le sens faire émerger quelque chose qui, en fait, a quelque chose de soignant aussi pour sa vie et pour ce qu'on va transmettre. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. En tout cas, ça évoque plein de choses comme ça chez moi. Et je trouve que d'avoir quelqu'un qui écrit pour soi, parce que c'est pas toujours facile de passer à l'écriture, même quand on veut transmettre, quand on parle de sa vie, ça passe. Et on ne sait pas ce que les gens en gardent. Et je trouve que de permettre de garder cette trace et j'imagine que vous remettez en mots, que vous faites revalider après derrière, hein, parce que j'entends des choses très décousues, puis après vous avez par quelques exemples montré comment vous avez pu faire du lien, mettre des belles phrases. Il y a quelque chose de vraiment. Mais pour moi, j'ai ressenti vraiment le côté, oui, un côté un côté thérapeutique, soignant pour soi, prendre soin de soi et retrouver peut-être un peu d'estime de soi. Enfin, je sais pas. C'est une intuition, hein, parce que c'est assez court et puis on voit pas de manière très objective ça, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Moi, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Oui, alors effectivement, comme je l'ai dit, je suis pas soignante du tout, mais l'écriture est thérapeutique. Ça a été prouvé. Enfin voilà, c'est pas pour rien si on a des carnets intimes dès le plus jeune âge pour raconter au moment de l'adolescence, par exemple. Donc, il y a plein d'écrits qui ont été faits là-dessus, hein, sur l'écriture thérapeutique. Je crois que effectivement, ça fait du bien à la personne de se raconter, de se livrer. Et effectivement aussi, ça donne du sens dans un moment de vie de fragilité particulièrement. Et je dirais que ça redonne confiance en soi. Parce que quand on est malade et qu'on est livré aux soins, qu'on fait de la chimio, qu'on n'est plus tellement acteur de sa vie, eh bien, ça redonne du sens dans ce moment particulier et ça permet d'avoir à nouveau un projet. Et avoir un projet quand on est malade et qu'on sait qu'on va mourir, c'est vraiment important. Et les retours que j'ai de certains soignants, par exemple, sur la fin de vie, les soins palliatifs, ils ont vu des gens qui pensaient lâcher très vite. Et ils m'ont dit, quand vous êtes arrivés avec le livre, ça leur a permis de tenir parce que ce projet les emmène un peu plus loin, parce qu'ils ont envie de le terminer. Donc ça, on l'a remarqué à plusieurs reprises.
La plupart des gens que vous avez vus là sont décédés très peu de temps après la fin des séances. Et Evelyne, ça a été un moment très particulier pour moi. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais prévu de lui transmettre son livre un lundi. J'avais vu les délais avec l'imprimeur. Et puis le jeudi qui précédait ce lundi, j'ai eu un appel de l'HAD me disant « Quand est-ce que vous pensez remettre le livre à Evelyne ?» Et j'ai répondu « lundi ». Et on m'a répondu « Lundi, ce sera trop tard ». Donc j'ai appelé ce jour-là l'imprimeur qui m'a dit « Les livres sont prêts ». L'imprimeur est descendu à Besançon pour m'éviter de monter à Baume-les-Dames. Je suis descendue à Besançon, j'ai changé tout mon planning, je suis allée chercher les livres et je les ai emmenés chez Evelyne, qui était donc sur son lit hospitalisé à domicile, qui était vraiment dans son extrême fin de vie. Pour moi, c'était la première fois que je faisais une remise de livres aussi proche de la mort. Et ses filles étaient là ce jour-là, elles m'ont dit « Elle vous attend, elle attend ses livres ». Elle nous a dit « J'attends mes livres avant de mourir ». Je lui ai remis ses livres, je lui ai montré, j'ai feuilleté devant elle, je lui ai tenu la main, je lui ai dit au revoir. Et elle est morte moins de 2 heures après la remise des livres. Et ses filles m'ont dit à quel point c'était important pour elles de voir cet objet, de le voir avant de partir. Donc voilà, des exemples comme ça, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que ça a été un moment particulièrement fort. Parce qu'en plus, Evelyne, c'était un personnage haut en couleur. Vous avez pu voir dans le documentaire. On a passé des moments assez extraordinaires. C'était une femme qui avait beaucoup d'humour. Là, vous voyez qu'une petite partie, mais on a eu des périodes de franche rigolade avec Evelyne. Et ça a été un beau moment, cette restitution, cette remise. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander si vous ne pensez pas que la création d'une biographie, en particulier pour les enfants, pouvait être un obstacle à la phase de deuil des parents, et qu'elle ne pouvait pas être une sorte de condamnation à une relation, à un mode d'être fondé sur la nostalgie. Alors, donc avec les enfants, ça se passe un petit peu différemment, hein. Toujours dans le même protocole, 10 séances avec l'enfant, des séances qui sont d'environ 1 heure, mais je m'adapte à chaque fois à la personne et aux soins. La plupart des enfants accompagnés sont vivants, mais il y a eu certains décès. Je ne pense pas que ce soit un frein au deuil, bien au contraire, puisque, en l'occurrence, très récemment, il y a un enfant qui est décédé. Et les parents m'ont envoyé un petit mot pour me dire à quel point c'était important pour eux d'avoir ce livre maintenant, qui est un livre souvenir. Et puis, au-delà de cela, les médecins parient plutôt sur l'avenir, puisque finalement, quand un enfant a été malade, ce qui se passe assez souvent dans les familles, c'est une sorte de déni. Après la maladie, on n'en parle plus. Or, ce livre, c'est un objet témoin de ce moment de vie qu'on ne peut pas nier. Il a existé. Et l'enfant, adolescent, si sa famille nie ce moment de maladie, a souvent des problèmes. L'adolescent en souffre. Donc le livre est aussi le témoignage, la trace de ce moment particulier de vie. En tout cas, voilà, pour répondre à votre question, les exemples que je peux donner à l'heure actuelle ne vont pas dans le sens de ce que vous émettez comme hypothèse. Maintenant, voilà, je ne peux pas préjuger des situations à venir. Oui, j'avais deux questions et remarques. La première, c'est... J'étais étonné au début, puis quand vous avez dit je fais attention de ne pas m'impliquer trop, etc. Et puis finalement, je me rends compte, en fait, ça m'a rappelé un souvenir. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais dans les soins palliatifs avec le professeur Aubry, donc comme bénévole. Effectivement, il y a eu 2-3 fois, il y avait des gens avec qui je me suis un peu impliqué, qui sont décédés, et ça m'a quand même un peu touché. Et donc j'imagine que vous, c'est au quotidien, et c'est vrai qu'il faut s'impliquer, mais rester quand même autonome. Donc ça, c'était un ressenti. Et l'autre question, remarque, c'est du coup, je me disais, mais quelle est l'utilité? Alors vous en avez donné certains éléments,
Et ce que j'ai noté, c'était effectivement la dimension thérapeutique de l'écrit. Chaque fois qu'on verbalise, on prend conscience des choses et on se comprend mieux. L'autre utilité, c'est la transmission. La transmission, le fait de pouvoir transmettre son histoire, surtout si on est une personne âgée, etc. Je sais que dans ma famille, il y en a qui écrivent un peu sur sur les anciens ou sur la psychogénéalogie, sur l'arbre généalogique, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ont fait nos arrière-grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est utile à ceux de la famille, par exemple. Et puis après, plus généralement, je me dis, quand on écrit un livre, quelle est l'utilité ? Alors il y a beaucoup de gens qui sont écrivains, ils écrivent des livres pour être utiles aux autres, faire une œuvre, etc. Donc là, c'est un peu différent, parce que c'est pas lui qui l'écrit, c'est vous qui l'écrivez. Mais malgré tout, alors du coup, je me dis, finalement, c'est d'autres formes d'utilité. C'est pas une création au sens de création artistique. Par vous, peut-être oui, mais pas par celui qui le lit, parce qu'il est content de s'exprimer. Et voilà, du coup, j'essaie de... ma réflexion et ma question, c'est quelles sont les différentes formes d'utilité. Bon, ça pourrait être dans le travail de recherche qui pourrait être derrière fait par des chercheurs, mais voilà. Alors, il y avait beaucoup de choses dans votre question, donc je vais essayer de tout retenir. Et ça me fait rebondir sur une partie de la question que vous avez posée précédemment, à laquelle je n'ai pas complètement répondu. Mais en fait, la transmission, c'est très important. Moi, j'ai beaucoup de familles qui me disent j'en ai appris plus sur mon père ou ma mère dans un livre que dans 50 ans d'existence à ses côtés. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a plein de choses qui ne sont pas dites dans les familles. Moi-même, je suis issue d'une famille où on parle peu. Je le dis un petit peu dans le documentaire. Bon, voilà, j'ai un papa qui a fait la guerre d'Algérie, par exemple, je ne sais rien. Dans beaucoup de familles, c'est le cas. Il y a plein de choses qui ne sont pas évoquées. Et je crois que ça fait du bien aux gens de savoir d'où ils viennent, quelle est l'histoire de leurs parents, comment ils se sont rencontrés. Ça, c'est tout bête, mais les rencontres des parents, parfois, on ne le sait pas. Moi, j'ai mis 40 ans à connaître celle de mes parents. Je les ai travaillées un petit peu pour savoir. Enfin, voilà, l'aspect transmission est très fort. Et quand vous dites que j'écris les livres, non, c'est vraiment... c'est sûr, je suis la main. Mais je transcris très fidèlement la parole des personnes. C'est pour ça que tout est enregistré. Je ne fais pas de belles phrases. Je vais essayer de... Bien sûr, on passe du discours oral au discours écrit, donc c'est très... Voilà, il faut remanier un petit peu des choses, il faut éviter les répétitions. Mais ce travail-là, je le fais un tout petit peu en amont, souvent avec la personne. Et quand je le fais sans sa présence, il y a une relecture finale. La dernière séance est consacrée complètement à une relecture de l'ensemble du livre avec la personne qui valide, parce que jusqu'au bout, elle a le droit de changer d'avis. Jusqu'au bout, elle a le droit de me dire finalement ça, je ne veux pas le mettre, ou j'ai oublié cet élément important. Voilà, donc c'est vraiment, j'insiste, c'est pas moi qui fais le livre. Et même avec les enfants, j'ai eu des retours, une petite fille qui me disait à l'école, les enfants ont dit « Ouais, c'est pas toi qui l'as écrit ». Et j'ai trouvé ça méchant comme tout, parce que c'est vraiment elle qui l'avait écrit. Moi, j'ai fait que transmettre, transcrire ce qu'elle m'avait raconté. C'est vraiment le livre de la personne. Et d'ailleurs, vous regardez, je n'apparais pas sur les ouvrages, c'est vraiment le nom de la personne. C'est elle qui l'a fait, ce livre. Et elle transmet aussi beaucoup de choses. Alors là, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais les personnes en fin de vie transmettent beaucoup d'informations à leurs descendants, des conseils de vie, des choses, des préceptes, des petites morales parfois, des conseils, osez, foncez dans la vie, faites tout ce que vous avez envie de faire, il ne faut rien regretter, enfin plein de choses comme ça. Vous voulez poser une question ? Bon, je finis juste alors rapidement. C'est qu'en fait, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on finalement, c'était un peu ça, c'est est-ce qu'on peut avoir vécu, ça c'est ironique, mais est-ce que notre vie est utile si on n'a rien écrit sur la vie, en fait ? Et oui et non, en fait. Évidemment, heureusement que oui, parce que c'est quand même récent, donc ça veut dire toute la vie d'avant aurait été inutile. On est utile parce qu'on rend service, parce qu'on produit, parce qu'on crée. Mais c'est vrai que le fait d'écrire quelque chose, du coup, ça permet aussi de se rendre compte en quoi on a été utile ou moins utile, même si c'est très subjectif, mais et en ce sens-là, oui, pour nous-mêmes, pour son propre ego ou sa confiance, son estime, c'est utile.
ou des fois moins, parce que finalement on peut dire finalement à quoi j'ai servi, ça peut être aussi difficile. Et voilà, c'était un peu la différence entre l'utilité du créateur, celui qui crée un livre nouveau ou une production scientifique ou autre, et puis celui qui se contente de... Enfin, ou qui en plus ou à côté, ben, c'est souvent d'ailleurs les grands créateurs, à la fin de leur vie, ils racontent leur histoire ou leur vie, ou les hommes politiques. Donc c'est un peu deux formes d'écrit, mais qui seraient qui sont assez différents, mais donc je cherchais justement l'utilité et la différence. Voilà, merci. Mais c'est vrai aussi qu'un auteur, il va écrire pour la postérité, avec peut-être l'idée, comme un Victor Hugo ou un grand auteur, que son texte va traverser le temps, les âges, les générations. Là, c'est pas le cas pour la personne qui écrit. Elle écrit vraiment pour ses proches. Je crois pas que ce soit une question d'ego, ou peut-être un peu, mais en tout cas, dans les gens que j'ai rencontrés, j'ai pas vu d'ego très fort. J'ai plutôt vu des gens fragiles qui avaient des doutes et à qui ça faisait beaucoup de bien d'écrire. Alors moi je témoigne un petit peu de l'intérieur parce que vous avez accompagné vous avez accompagné ma meilleure amie l'année dernière, Karima. Je suis intimement persuadée que ce que vous faites c'est de la thérapie et ça devrait être sincèrement remboursé par la Sécu. Et d'autant plus que c'est aussi une thérapie familiale et pour les proches. Et en écho à ce que vous disiez, ça permet vraiment d'avancer dans le processus de deuil, au contraire. Et pour les proches aussi. Parce que ça ouvre une parole. Et une fois le livre remis, il se passe énormément de choses dans les familles. Voilà, autour de tout ça, de toute cette histoire. Et ça permet aussi de trouver une place, je pense, à celui qui écrit avec vous. Enfin, en tous les cas, pour nous, ça a été comme ça. Et d'autant plus une place qu'on a dans notre enfance, on apprend les grandes littératures, etc. Et d'en produire une soi-même, ça crée aussi quelque chose de très important pour la personne qui se voit sur le départ. Oui. Bah, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. La première dame que j'ai accompagnée dans le service de Régis Aubry en soins palliatifs à Mingeot, c'était une dame âgée. On a fait une super première séance, vraiment géniale. C'était une de mes premières fois en plus. C'était vraiment pour moi, c'était important, quoi. C'était le début. Et on fait une première séance super. Elle rigole tout le temps. Elle me raconte plein d'anecdotes. Et puis je reviens la voir 2 jours après. Puis elle me dit oh, vous savez, j'ai réfléchi. J'ai une vie vraiment pas intéressante. Ce livre, je le destine à ma nièce qui a écrit des tas de livres sur Napoléon. Elle est cultivée. Elle a fait des études supérieures. Mon livre va pas l'intéresser. Ça sert à rien. Alors moi j'étais dépitée, je me dis mais c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter là. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit écoutez, vous avez le choix, vous avez le droit d'arrêter effectivement, mais je vous propose une chose, on relit ensemble, je vous relis ce que vous avez écrit, ce que vous m'avez raconté la dernière fois et vous prenez votre décision après. Et je lui ai relu sa première heure de séance et elle a rigolé et elle m'a dit oh, ben, on continue. Et puis cette dame-là, jusqu'au bout, elle m'avait dit, ce livre, vous l'enverrez à ma nièce après ma mort. Et quand j'ai eu le livre, je suis allée lui montrer. Puis quand elle l'a vu, elle m'a dit, vous lui envoyez tout de suite. Donc voilà, c'est pour dire qu'on peut changer d'avis. Et en tout cas, ça avait vraiment, effectivement, beaucoup de sens pour elle, alors qu'elle pensait que sa vie était sans intérêt. C'est quelqu'un qui était tombé malade enfant et qui n'avait pas pu forcément continuer ses études. Voilà. Et ça a soigné réellement quelque chose aussi de ce parcours-là, parce qu'au final, elle n'a pas passé son bac comme ses copines d'enfance, mais n'empêche qu'elle avait écrit un livre et que ça lui a permis de soigner énormément de choses. Et les enfants aussi certains font cette réflexion, parce que l'enfant, il est déscolarisé parfois longtemps, donc il ne voit plus ses petits copains, il est à l'hôpital, il subit beaucoup de soins, de choses difficiles. Et il y en a qui m'ont dit,
Non, mais moi je suis malade, mais c'est la classe parce que j'ai écrit un livre et mes copains, non. Voilà. Donc il y a une fierté aussi pour l'enfant. Il est valorisé dans le fait qu'il a créé quelque chose pendant ce moment particulier de la maladie. Une dernière question avant qu'on clôture notre soirée. Je prends ça pour un non. En tout cas, en vous entendant parler, s'il fallait faire quelques mots rapides de conclusion, il y a quelque chose d'intéressant dans le champ de la fin de vie, du soin palliatif, mais de la fin de vie de façon plus générale, ou, comme dans beaucoup d'autres champs qui traitent de la question de la vulnérabilité, je trouve, c'est que ce sont finalement un peu des laboratoires en termes de pratique du soin, de la solidarité, du rapport à l'autre. Et dans les échanges qu'il y a eu là, qu'on vient d'entendre se dérouler à l'instant, il y a deux dimensions qui m'ont plus interpellé que d'habitude. La première, c'est que il y a cette question de la transmission qui s'envisage, et on voit bien à travers ce documentaire et l'expérience que tu en fais et que tu nous restitues qu'il y a un lien entre les vivants et les morts. Et je dis ça aussi parce qu'il y a ce colloque qu'on est en train de discuter à l'espace de réflexion éthique sur l'existence des morts, quelle place on laisse aux morts parmi les vivants. Et il y a ce lien de la transmission, mais en même temps, en écoutant votre question tout à l'heure, ça pose aussi la question du lien entre les vivants à travers la question de la transmission qui peut se poser. Je fais le lien aussi avec l'avis qu'a rendu Régis avec Cynthia Fleury au niveau du CCNE sur la question de la place qu'on accorde aux personnes âgées, par exemple, au regard qu'on porte sur l'expérience, ou qu'on ne porte pas sur l'expérience qu'elle pourrait délivrer, et inversement. Et donc ça, c'est une dimension qui est assez intéressante sur la transmission. Et puis, il y a ce lien qu'on a aussi avec nous-mêmes. Et alors là, moi, ça me renvoie 5 ans en arrière, lors de la conférence que tu avais donnée déjà pour l'espace de réflexion éthique, mais en mettant l'accent sur le travail que tu menais avec les enfants. Et il y a une dimension qui était frappante, j'avais trouvé, dans un univers qui est très technicisé, où finalement, c'est cet univers du soin, cet univers de la maladie, de la technique qui dicte la temporalité des existences, notamment pour les enfants. On voyait dans la façon dont ils le racontaient, dont les proches le racontaient, que finalement le travail qu'ils faisaient avec toi, les différents rendez-vous, c'était cela finalement qui redonnait une autre temporalité, une temporalité principale dans laquelle ils étaient vraiment les sujets de leur existence, et plus les sujets, mais qui subissaient en partie des contraintes qui étaient celles liées à leur maladie. Donc c'était un mode de rapport à soi un peu plus authentique, un retour un peu à ce que c'est qu'un être humain au cœur, au centre de sa vie. Et ça soulève aussi alors à la fois la question que soulevait Thierry autour de l'utilité qu'il peut y avoir écrit, de la fonction thérapeutique. Moi, ça me renvoie aussi à quelques lectures un peu foucaldiennes sur les techniques de soi, sur l'éthique, dans la façon qu'on peut avoir de toujours être un peu plus sujet de sa propre existence. Et il y a ces deux dimensions qui cohabitent, ce lien avec les autres et avec soi, qui, au-delà même de l'expérience de la fin de vie, sur lequel tu travailles plus particulièrement, peut être largement extrapolé et envisagé à une échelle plus large, je trouve. Enfin, je te laisse les derniers mots pour conclure la soirée, mais dans les discussions qu'on a eues, c'était ce qui me semblait particulièrement saillant. Comment rebondir sur ce que tu viens de dire? C'est tellement... voilà. Ça va être difficile de conclure derrière ça. Non, alors on peut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire être beaucoup plus pragmatique que les envolées fatiguées que je viens de vous faire, mais l'association Traces de Vie, vous avez un site internet? Oui. On a un site internet, on a un Facebook. Le Facebook est très actif. On fait part de toutes les conférences qui ont lieu, les soirées débats, la sortie du doc, enfin tout ce qu'on organise. Et puis on a des livres. Alors il y a un livre qu'on vend qui est Liv et la pierre de jade, avec l'accord de la petite fille et de ses parents. Mais sinon, effectivement, les livres restent dans la famille. Et puis voilà, si vous nous écrivez, on vous répond. Il y a toujours quelqu'un qui répond aux mails. Vous pouvez trouver des plaquettes, nous contacter si vous en avez envie. Si vous connaissez des entreprises, des chefs d'entreprise et des mécènes, faites-leur savoir qu'on existe. Voilà. Et puis merci à vous d'être venus ce soir. Merci. L'intelligence artificielle, ça allait transformer l'humanité plus que l'invention de l'écriture. Je suis convaincu que le
structure, même 3 millions après, il y a encore des choses.